L'Université Laval était la seule université en Amérique du Nord francophone qui a tout un programme actuariel. C'est la seule université où il y a une école actuarielle. J'ai fait du réservisme. Non, j'ai fait du réservisme quand j'étais dès que j'entrais. Actuellement, je fais la validation de l'université, un peu transversale à tout ça. Bon, je suis en train d'aller toujours en réservisme, un autre science. Donc, après, je vais voir si je vais prendre ici. Après, j'ai vu donc j'ai plus 10 ans. Donc, on a ce genre de risques, on a les risques de liquidité, on a les risques, les risques d'assurance. Les risques d'assurance dans la mesure où on doit être sûr que le policier l'assuré et nous, on a la même information. Que Moi, je m'appelle Moyo Steve, je suis ingénieur logiciel, sorti de Polytechnique 2019, ingénieur informatique. Je travaille actuellement comme consultant pour CGI. J'interviens sur des projets de digitalisation principalement et de cloud. Je te laisse le soin de te présenter, Alice. Merci, M. Vélo. Moi, c'est Anselm Nandji, associé actuel à Sun Life. Bon, avant ça, j'étais ingénieur statisticien sorti de l'ICA en 2019. Et aujourd'hui, on est là pour en savoir plus en ce qui concerne l'actuariat en Amérique du Nord. Donc, bienvenue sur cette plateforme. Bienvenue encore à tous. Avant de présenter M. Anissé comme un associé actuaire, j'aimerais également le présenter d'abord comme un mentor. Comme un mentor, c'est quelqu'un en fait qui a une vocation de partager ses connaissances. C'est quelqu'un qui a vocation d'aider ses proches, d'aider ses cadets à atteindre en fait le même niveau que lui. Monsieur Anissé, la première question que je vais vous poser, c'est quelles étaient vos aspirations lorsque vous étiez plus jeune, avant d'arriver à devenir associé à l'actuaire? Quand j'étais plus jeune, j'avais une envie bien différente de ce que je fais actuellement. Je voulais devenir médecin, un docteur, médecin. Et au fil du temps, mes aspirations ont changé en fonction de la conjoncture et des aspirations que je voulais. La conjoncture et les aspirations que je voyais les aider. Donc, du primaire au secondaire, je voulais être médecin. Ensuite, après le second cycle, quand je suis arrivé en second, j'ai eu envie de devenir ingénieur. Maintenant, quelle spécialité, je ne savais pas très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette envie d'être ingénieur? J'avais cette passion-là pour les mathématiques, la physique et l'informatique. Et le domaine qui converge ces trois éléments-là, c'était l'ingénierie. Donc, en seconde, j'ai voulu faire de l'ingénierie. Je ne savais pas très bien quelle spécialité je voulais. Mais j'avais une envie de faire soit le génie des cas, soit le génie info, ou bien soit être statisticien. Pourquoi je voulais être statisticien? Parce que j'avais un enseignant qui me l'avait recommandé. Il avait beaucoup parlé de bien de la statistique et j'avais fortement apprécié. Donc, c'est comme ça, quand arrivé à l'université, avec les maths, j'ai fait la filière mathématique à l'université. J'ai été exposé à la statistique. J'ai beaucoup apprécié ça. C'est ce qui m'a poussé à faire le concours de l'ICA, l'Institut régional de statistique et d'économie appliquée.
Donc, après cette formation, durant cette formation, je voulais être statisticien, c'était mon rêve. Mais arrivant en troisième année de lycéen, j'ai eu le privilège de faire le stage au ministère des Finances où j'ai travaillé sur l'espérance de vie des fonctionnaires et des employés de la fonction publique. Okay. Donc, durant ce travail, j'ai été exposé à beaucoup de travaux actuariels et ça m'a passionné. Donc, pour sortir de ce stage, j'ai décidé de me lancer dans l'actuariat. C'est comme ça que j'ai recherché les universités qui proposaient les formations en actuariat. J'ai vu qu'il y avait l'université là-bas en Amérique du Nord et je me suis lancé. Alors là, c'était après votre formation à l'ICA? C'est en troisième année, okay. Parce que l'ICA, c'est 4 ans. Okay. En troisième année, j'avais déjà 7 ans de faire de l'actuariat. Donc, c'est à partir du début de quatrième année, j'ai commencé à chercher des débouchés et j'ai trouvé l'université là-bas pouvait être une autre porte sur. Et actuellement, quelles sont vos ambitions, quelles sont vos aspirations professionnelles? Elles sont toujours dans le domaine de l'actuariat ou vous avez évolué avec le temps? Pour l'instant, c'est dans le domaine de l'actuariat. Je ne me vois pas changer dans les 10 prochaines années. J'ai pu remarquer que vous avez quand même, depuis que vous êtes entré à Sun Life, pour la petite histoire, il sait que vous travaillez pour Sun Life actuellement en tant qu'associé actuel. Vous avez commencé par être un simple actuaire. Vous avez également travaillé des choses au fur et à mesure en travaillant sur des modèles précis. Juste après ça, quelle est la suite selon vous, en fait? Après ça, la suite logique, c'est avoir son titre, être actuel. Parce qu'actuellement, je ne suis pas encore actuel. Je pense que la question va venir avec le temps, c'est qu'un actuel. La suite logique actuellement, c'est être actuel. Parce que pour être actuel, il y a des étapes à franchir. Et après d'avoir obtenu mon titre actuel, peut-être me lancer dans le management. Okay. Management dans la compagnie d'assurance financière. Ça va dépendre. D'accord, je comprends. C'est vrai que vous avez dit, on va parler de ce qu'est être un actuel après. Mais j'ai une question qui me vient juste. Quelle est la spécificité? Est-ce que c'est cette spécificité d'être actuel en Amérique du Nord? C'est uniquement en Amérique du Nord qu'on obtient le titre actuel bien après, pour en quelque sorte qu'on est capable de travailler dans ce domaine. Ce que je sais du métier d'actuaire en Amérique du Nord, c'est qu'il se distingue fortement de l'actuariat, par exemple, en zone euro, principalement en France. En France, pour devenir actuaire, comme mon collègue l'a dit il y a cela quelques interviews, pour être actuaire, il suffisait de faire une formation dans une école reconnue, ensuite présenter un mémoire dont la thématique porte sur l'actuariat, devant un panel d'actuaires pour avoir son titre d'actuaire. En Amérique du Nord, c'est un peu plus différent que ça. Okay. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme en actuariat pour être considéré comme étant actuaire. Il faut avoir un diplôme, passer les examens actuariels de la SOE ou bien de la CAS pour prétendre avoir le titre d'actuaire. Okay. Donc, c'est cette différenciation-là qu'il est intéressant de mentionner quand on parle d'actuariat en Amérique du Nord. Okay, je comprends. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que, juste après, pendant votre formation à ICA, vous avez déjà l'ambition en quelque sorte de devenir actuaire. Vous avez été exposé, vous avez dit au métier d'actuaire au ministère de la Finance. Et c'est en fait cette exposition qui nous a poussé à essayer de penser, mais l'actuaire en fait m'intéresse. J'aimerais bien faire ça et j'aimerais savoir où est-ce que je peux le faire. Mais pourquoi précisément en fait à l'université de Laval? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres écoles qui vous ont intéressé? Pour la petite histoire, quand j'étais en quatrième année, je voulais faire l'actuariat dès la fin de ma troisième année. Donc, je cherchais les alternatives. Il y avait le Canada, il y avait la France, il y avait l'Angleterre. En quatrième année à l'ICA, des enseignants de l'Université Laval sont venus à l'ICA pour présenter l'Université Laval aux étudiants. Donc, ils ont essayé de parler de l'ICA. C'est là où de l'Université Laval. C'est là où j'ai su que l'Université Laval existait en fait. Parce qu'avant ça, je me savais. Donc, avec ma petite recherche, j'ai compris que l'Université Laval était la seule université en Amérique du Nord francophone qui a tout un programme actuariel. C'est la seule université où il y a une école actuarielle. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé. Mais c'est pas pour dire que c'est la seule université qui forme en actuariat. Il y en a d'autres qui font, par exemple, statistique avec spécialité actuarielle, finance avec spécialité actuarielle, mathématiques
spécialité actuelle. Mais l'université Laval est la seule université qui a toute une branche école actuelle en Amérique du Nord. En tout cas, pour ce qui est du côté francophone. Donc, c'est ça qui m'a attiré. Mais après votre sortie de l'université Laval, en tant que candidat à la profession actuelle, peut-être le titre, quels étaient vos objectifs immédiats après ça? Mon objectif immédiat après ma diplomation était principalement de trouver un boulot. Le boulot allait me permettre de choisir entre la CAS ou la SOE. Parce qu'en actuariat, il y a, disons, deux grands pans. Vie et retraite et non-vie. Il y a incendie, accident, etc. Donc, quand je voulais faire l'actuariat, j'ai été exposé à ces différentes thématiques et tout me passionnait. Donc, mon objectif premier était de trouver rapidement un boulot et le boulot que j'allais trouver allait me permettre de décider quel pan de l'actuariat j'allais choisir. Ça, c'était mon objectif immédiat. Mais à long terme, j'avais pour objectif de rapidement passer mes examens actuariels. Voilà, c'est ça. Ok. Et selon vous, comment est-ce que ces objectifs ont évolué avec actuellement? Est-ce que c'est toujours en fait obtenir votre titre actuel, votre objectif principal actuel? Oui, mon objectif est toujours d'obtenir mon titre actuel, mais pas plus. Quand je passais, je voulais l'obtenir dans les 3 prochaines années. Exactement. Mais avec la conjoncture, la vie, les obligations, c'est difficile de concilier vie professionnelle, études et vie sociale. Donc, j'ai dû essayer de freiner un peu pour pouvoir être efficient non seulement dans mes examens, mais dans ma vie professionnelle. Et aussi avoir une vie sociale à côté. Donc, c'est un peu comme ça. On en parlera plus tard de l'interview. Vous allez nous donner des conseils sur comment est-ce que vous avez pu concilier tous ces différents points en fait de votre vie. Je pense que j'ai une question également pour. Peut-être c'est également la question que le panel se pose. Qu'est-ce que l'actuariat? Qu'est-ce que l'actuariat? Ok, je vais commencer par définir ce que c'est que l'actuariat. L'actuariat, c'est cette science-là qui utilise les statistiques, les mathématiques, la finance et l'économie pour transformer le risque en une opportunité. Un risque financier en opportunité. Une assurance. Je prends un exemple très banal. Imaginons un temps soit peu que vous avez votre voiture, vous faites un accident, vous n'avez pas d'assurance. On suppose qu'il n'y a pas la notion d'assurance n'existe pas. Vous avez votre voiture, vous faites un accident. Pour réparer votre voiture, pour vous soigner, vous allez vous rendre compte que vous allez dépenser un truc comme $50,000, voire même $100,000 à vos fonds propres. Par contre, nous, on décide, nous les actuaires ou bien les compagnies d'assurance, on décide de prendre sur nous ce risque-là. On décide de prendre sur nous le risque de payer ces $100,000. Mais vous devez payer chaque année, ou bien à chaque renouvellement de votre contrat, un petit $100. Donc, on transforme ce risque-là, le risque que vous dépensiez, en opportunité pour vous assurer de gagner un éventuel $100,000 si vous faites face à ce risque. Et pour nous, l'opportunité d'engranger un potentiel de $100,000. Donc, c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant entre les assurés et les compagnies d'assurance. Et donc, je suppose qu'en actuel, c'est en fait celui qui met en place les différents modèles. Il met en place des modèles mathématiques en train de pouvoir calculer, minimiser le risque des assurances et pour enfin que génère du profit. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok. Donc, vous voulez dire votre propre mot, moi j'ai juste fait un petit résumé de ce que vous avez dit. Oui, bon, parce que l'objectif des compagnies d'assurance, ce n'est pas de générer le profit. L'objectif des compagnies d'assurance, c'est la mutualisation du risque. Ça veut dire qu'on prend le risque d'une personne et on le spread à tout le monde. Donc, c'est nous qui faisons ce travail. Ok. Ouais, c'est assez intéressant. J'ai récemment été exposé en fait à ce même problème en quelque sorte. Alors, je devais en fait souscrire une police d'assurance pour mon auto. Et on m'a essayé en fait de m'expliquer en fait concrètement le risque que je cours à ne pas le faire, comment est-ce que je serai couvert. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser un peu près à comment est-ce que ça se passe, est-ce que eux ils génèrent du profit à partir de là. Et je te remercie également pour tes explications. Ouais.
Mais dis-moi, quelles sont selon toi les compétences, je veux dire, les compétences, les soft skills en fait, nécessaires pour pouvoir être actuel? Je subdiviserais les compétences en deux grandes parties. Il y a les soft skills, comme tu l'as mentionné, Oui. et il y a aussi les compétences techniques. Ok. Donc, comme soft skills, je dirais qu'il faut être multitask. Il faut pouvoir toucher à beaucoup de sujets, avoir une connaissance, pas forcément approfondie, mais avoir une connaissance sur beaucoup de sujets. Par exemple, l'actuariat, c'est le carrefour de beaucoup de domaines, à savoir la statistique, l'économie, le marketing, la mathématique. Donc, il faut connaître un peu dans chaque domaine. Il faut être multitask. Ok. Deuxièmement, il faut savoir s'organiser. Ok. Pourquoi s'organiser? Parce que non seulement tu dois être multitask, tu dois pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Tu dois pouvoir aussi adjoindre à ça les études. Parce que bien que tu aies obtenu ton diplôme, il y a ce parcours, ces études, ces examens professionnels que tu devrais passer pour pouvoir avoir ton titre, tu sais, le titre d'actuel. Ok, je comprends. L'autre soft skill, la communication. Il faut pouvoir bien communiquer, relayer la bonne information et savoir utiliser un jargon en fonction de l'audience. Le jargon que tu vas utiliser pour la haute direction, c'est pas le même jargon que tu vas utiliser pour tes collègues. Le dirigeant de l'armée va connaître le chiffre, l'impact du chiffre sur... il s'en fout de savoir comment tu construis. Mais tes collègues, ils veulent connaître en fait quelles sont les techniques. C'est vous qui devez discuter pourquoi tu as choisi telle technique plutôt qu'une autre. Donc, mais il faut aussi être curieux. Curieux pourquoi? Parce que le monde de la science évolue. Il y a de nouvelles normes qui sont introduites tout le temps. Actuellement, on vient d'introduire la norme IFRS 17, qui est une nouvelle norme comptable qui touche les compagnies d'assurance. Donc, il faut pouvoir être ouvert à apprendre rapidement pour pouvoir implémenter ces normes-là. Mais il faut aussi être flexible. Flexible pourquoi? Parce que l'actuariat, il y a beaucoup de pans en actuariat. Beaucoup de métiers en actuariat. Il y a des actuaires qui sont, par exemple, spécialistes en pricing. D'autres sont spécialistes en relieving. D'autres sont spécialistes en gestion des risques financiers, par exemple. Donc, il faut pouvoir avoir cette transversalité-là. Pouvoir être flexible, de switcher d'un aspect à un autre. Parce qu'il y a certaines compagnies qui recommandent à leurs employés de changer d'équipe pour pouvoir avoir un aperçu de ce qui se passe en fait en actuariat. Donc, ça, c'est ce qui en est des soft skills. Maintenant, en ce qui concerne les compétences techniques, il faut avoir un bon esprit de logique. Un bon esprit de logique, des connaissances en mathématiques. Les deux mondes de père. Oui, connaissances en mathématiques. Maintenant, certains rôles nécessitent des connaissances poussées plutôt que d'autres. Ok. Comme le pricing peut-être. Est-ce que le pricing, ça nécessite... Quelles sont les spécificités du pricing en tant qu'actuaire? Les spécificités du pricing, par exemple, le pricing, c'est une équipe qui met un prix sur un produit d'assurance. Bon, maintenant, il y a différentes techniques. Il y a des techniques qui utilisent le machine learning pour pouvoir déterminer le prix qui fit le mieux au produit. Il y a des techniques qui utilisent des formules actuarielles. Voilà. De façon globale. C'est un peu... Continue d'abord avec les compétences techniques. Je vais te poser la question également sur la machine learning tout à l'heure. Ok. Comme compétences techniques, il faut aussi être bon en Excel. Il faut être très bon en Excel. Excel et avoir des connaissances en VBA. Oui. Certains rôles nécessitent des connaissances en Python et en R. Ce n'est pas tous les rôles. Et, oui. Et en mathématiques, je dirais que il y a des aspects en mathématiques. Chance que tu vas me prévenir sur... Oui. C'était plutôt concernant en fait le machine learning au niveau de la modélisation des différents modèles. Est-ce que les modèles en question, c'est vous qui les créez ou c'est déjà des modèles en fait prédéfinis que vous utilisez pour pouvoir faire le pricing par exemple? Avant d'aller en production, on utilise des modèles qui existaient déjà. Oui. Donc,
diminuer les risques de modélisation. Ok, Tu vois. Donc, on essaye de diminuer les erreurs, les éventuelles erreurs. On utilise les modèles qui existaient déjà, mais les modèles qui existent déjà sont préconçus par une équipe et ça passe par une étape de validation, parce qu'on ne joue pas avec la bien sûr. Ça passe par plusieurs étapes de validation avant d'être utilisé. Ok. Tu disais également que tu dois être excellent, disons, en mathématiques et dans certains domaines spécifiques de la mathématique, certains aspects spécifiques de la mathématique, comme lesquels, par exemple? En mathématiques, je dirais en probabilité, par exemple. Pourquoi en probabilité? Je prends un exemple. Pour chaque exemple, pour chaque aspect spécifique, je vais prendre un exemple. En probabilité, il faut être bon en probabilité pour exemple. Il faut calculer la probabilité d'avoir un sinistre. Bien sûr. Ça, c'est... En statistique, pourquoi? Parce qu'en machine, dans une industrie d'assurance, il y a beaucoup de données qu'il va falloir synthétiser, analyser, construire des modèles de machine learning pour pouvoir déterminer le prix d'une police d'assurance, ou bien pour pouvoir estimer de façon le plus fidèlement possible le montant des réserves. Bon, c'est quoi une réserve? C'est ça que j'avais posé. La réserve, en fait, pour une compagnie d'assurance, c'est le montant d'argent que la compagnie doit mettre de côté pour faire face aux éventuels sinistres. On doit être sûr que s'il y a un policier, un assuré qui fait face à un sinistre, on doit être capable de payer pour ce sinistre-là. Maintenant, on se pose la question, si on a 100 assurés, donc le bénéfice est de $1000, est-ce qu'il faut mettre de côté $100,000? C'est pas optimal. Parce que c'est pas tous les assurés qui vont faire face à ce sinistre. Il faut trouver le juste milieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre de côté et qu'est-ce qu'il faut investir. Exactement. C'est un peu ça. Ok, je comprends bien. Et pour la gestion de risque, c'est également une installation de risque financier. Est-ce que ça intervient également dans le domaine de l'assurance? Oui, ça intervient dans le domaine de l'assurance dans la mesure où risque financier, on peut parler de risque de liquidité, parce que la compagnie doit être assez liquide pour pouvoir faire face à ces sinistres. On a des risques de duration, on doit être sûr que pour un assuré, souvent il va utiliser ce assuré. Pour un assuré, on doit pouvoir faire face à chaque créance. Si par exemple, un assuré vient solliciter un produit d'assurance qui va remplacer son revenu, on doit pouvoir être sûr qu'avec l'investissement qu'on a fait, on aura assez de liquidité pour chaque paiement à venir qu'on devra faire. Si par exemple il reste au chômage pour 10 ans, on doit être sûr qu'on peut gérer pour 10 ans. Donc, on a ce genre de risques, on a les risques de liquidité, on a les risques les risques d'assurance. Les risques d'assurance dans la mesure où on doit être sûr que le policier de l'assuré et nous, on a la même information. Que l'assuré ne nous cache aucune information qui pourrait impacter négativement nos calculs et nous faire de mauvaises estimations de maladies, des choses comme ça. Il y a aussi un risque de modèle. Le risque de modèle, on doit se rassurer que les modèles qu'on utilise sont corrects. Produisent des résultats corrects et utilisent les bonnes hypothèses. Depuis, en fait, on ne fait que parler principalement du domaine de l'assurance et on associe principalement ça à l'actuariat. Est-ce que c'est le seul domaine en fait, dans lequel tu peux travailler? Peut exercer? Non. Partout où il y a un risque financier, on peut faire appel à un actuaire. Que ce soit des compagnies bancaires, dans les compagnies d'investissement, dans les assurances et surtout dans les régimes de retraite. Parce que c'est quoi un régime de retraite? Un régime de retraite, c'est que tu payes tes rentes maintenant pour que quand tu pars en retraite, on puisse te payer des rentes jusqu'à ce que tu décèdes. Donc, c'est ces calculs-là qu'on va faire. Ok, je comprends. Une autre question qui me vient également là, c'est comment est-ce que tu as géré la transition éducation, faire des études en fait et vie professionnelle?
la transition en termes de l'éducation à la vie professionnelle, comment tu l'as fait? Lorsque tu as terminé à l'université d'Albal, comment tu as fait la transition? Ma transition était un peu compliquée. Pourquoi? Parce que je suis quitté d'un environnement purement francophone, qui est Québec, directement pour un environnement pour Toronto. Toronto, c'est purement anglophone. Donc, il y a eu cette barrière-là qu'il fallait briser. Deuxièmement, il y a le fait que l'environnement estudiantil, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'école, c'est complètement différent de ce qu'on fait. À l'école, ce qu'on fait, les problèmes qu'on pose à l'école, ce sont les problèmes qui sont déjà élagués, les problèmes qui sont apurés, de telle sorte que le problème fit avec les objectifs éducatifs de l'école. Pourtant, en compagnie, les problèmes dont on fait face en compagnie, ce sont des problèmes dont la problématique est chaotique, en fait. Il va falloir pouvoir utiliser tout ton background que tu as appris à l'école. Et en plus de ce que tu as fait, et savoir quelles sont les interactions entre les équipes. Mais j'ai ces informations-là pour pouvoir résoudre la problématique au boulot. C'est en fait cette difficulté-là qu'il faut franchir. Je connais beaucoup de personnes qui sont très bons à l'école, mais qui n'arrivent pas à franchir cette étape-là. Quel genre de problématique en fait, tu peux rencontrer au quotidien qui te peut te pousser en fait, à utiliser tout ton background en fait, comme tu as dit tout à l'heure? Un exemple de problématique. Bon, par exemple, on va te demander de calculer une réserve. OK. À l'école, on va te donner des hypothèses qui sont simples. Tu prends les hypothèses, tu mets dans la formule. C'est correct. Mais sauf que ces hypothèses-là sont vraiment élaguées, comme j'ai dit. Élaguées, ça veut dire qu'on appuie les choses de telle sorte que tout marche parfaitement. Le scénario idéal. Scénario idéal. Pourtant, en compagnie d'assurance, ou bien de façon générale, quand tu vas arriver au boulot, on va juste te demander de calculer la réserve. OK. Bon, maintenant, quand on te demande de calculer la réserve, on va te dire que bon, le gouvernement, pas le gouvernement forcément, c'est l'OSFI. L'OSFI a ses réglementations qu'il faut introduire dans le programme. Deuxièmement, on va te dire que tu dois travailler en étroite collaboration avec l'équipe de pricing pour aller chercher. En fait, c'est cette difficulté-là qu'on n'a pas quand on est suivant. C'est ça qu'il faut transcender en fait, pour pouvoir résoudre les problématiques. Et comment est-ce que tu as brisé cette barrière? Bon, moi, j'ai eu l'opportunité, ou bien j'ai eu la chance d'avoir été encadré par de très bons leaders. À la Sun Life, par exemple, la barrière linguistique a été brisée parce que mon encadreur était québécois. Mon encadreur était québécois. Donc, parfois en meeting, oui, ça tombe très bien. Parfois en meeting, je ne comprenais rien, il faut l'avouer. Parfois en meeting, je ne comprenais rien. Il prenait le temps après pour m'expliquer un peu ce qui s'est passé et quels sont les objectifs que je devrais atteindre. En ce qui concerne l'aspect technique, il faut être fluide. Il faut tout le temps poser des questions. Aucune question n'est stupide dans l'entreprise. Il est préférable de poser une question stupide que de faire une erreur stupide. Voilà. Toujours poser des questions. Donc, quand j'avais une question, quelle que soit la question, une préoccupation, je vois mon manager, je vois les membres de mon équipe qui sont bien plus expérimentés, et avec eux, on essaie de résoudre le problème. OK. C'est intéressant. Il faut avoir un esprit d'équipe. Moi, personnellement, en tant que consultant, j'ai dû travailler en fait, dans des environnements anglophones, comme tu le dis, pour des entreprises basées à Toronto, également. Et même également travailler avec d'autres personnes en fait, qui n'ont pas, qui ont différents accents. Tu peux travailler avec quelqu'un qui est portugais, quelqu'un qui est indien. Vous parlez peut-être tous anglais, mais le simple l'accent, en quelque sorte, ou la culture est complètement différente et vous pouvez avoir des incompréhensions. Moi, personnellement, c'était, comme tu as dit, c'était toujours de poser des questions. Tu ne comprends pas, essayer de le dire, de rapprocher-toi de des personnes en fait, que tu juges qui peuvent t'aider et ensemble, vous allez réussir à résoudre la problématique. Donc, c'est la même en fait, méthode que moi j'utilise également dans le consultant. Et pour la petite anecdote, quand je quitte l'Université Laval pour Toronto, je suis dans une équipe totalement mixte. Oui. Il n'y a pas deux accents identiques. OK. Donc, j'ai été confronté à cette problématique d'accent-là. Mais avec le temps, ça va. Ouais, c'est vrai, on finit par s'habituer en fait à cela.
Quelles sont les leçons les plus importantes en fait, que tu as appris de tes erreurs, de tes échecs professionnels? Je vais dire que la leçon la plus importante que j'ai apprise depuis que je suis né, c'est que l'échec n'existe pas. Ce qu'on appelle échec, c'est juste une opportunité d'apprendre. Donc, voilà, s'il fallait retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Même si vous pensez avoir échoué toute votre vie, il faut savoir que ce n'est pas une échec. C'est une opportunité. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que tu transformes cet échec entre guillemets en une opportunité. Et c'est ce processus-là qui est intéressant. Toi, personnellement, comment est-ce que tu le fais? Moi, personnellement, j'essaye de me poser la question si j'ai fait les choses correctement. Premièrement, je donne toujours le meilleur de moi. Parce que ça ne sert à rien de se plaindre d'avoir raté quelque chose si tu étais à 98%. Si tu étais à 98%, tu as échoué. C'est que tu n'as pas voulu. Tu dois tout le temps être à 100%. Donc, tu essaies de te poser la question. Si tu étais à 100% et tu n'as pas toujours réussi, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Ça te donne une opportunité d'apprendre. Deuxièmement, j'ai eu à rater beaucoup d'opportunités quand j'étais plus jeune. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis rendu compte avec le temps que le fait de rater ces opportunités-là m'a permis d'avoir d'autres opportunités qui fitaient plus avec les objectifs que je m'étais fixés. Donc, généralement, quand on rate une opportunité, on a le regard focus sur ce qu'on a perdu. On ne regarde pas généralement ce qu'on pourrait gagner. Donc, comme ce qu'on pourrait gagner souvent caché. Parce qu'on ne dit pas le faire, il faut fouiller avant. Il faut généralement fouiller, il faut être patient. Ouais, ça c'est très important. Tout à l'heure, tu disais en fait que il faut se livrer à 100%. Oui. En fait, et quand je dis 100%, comment est-ce que tu maintiens en fait ce niveau d'excellence? Comment tu maintiens ce niveau d'excellence au niveau de tes apprentissages, au niveau de... Oui, comment en fait tu maintiens ce niveau d'excellence dans ton quotidien, dans ta vie professionnelle? Premièrement, il faut être organisé, faire les choses au bon moment. Si tu dois passer un examen, ça ne veut pas dire que tu dois étudier tout le temps. Tu vas échouer. Soit tu vas échouer, soit tu vas rater autre chose. Comme je l'ai dit tantôt, nous les actuels, généralement, jumelles, vie professionnelle, vie sociale et études. Si tu décides de mettre tous tes œufs dans un même panier, il y a deux éléments que tu vas rater. Donc, il est préférable de mettre 33 ou 3% dans chaque panier. Un partage équitable. Est-ce que tu vas faire ce partage équitable? Est-ce qu'il n'y a pas de points où tu es en 90? C'est difficile l'autre, peut-être 0 sur. Justement, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut avoir, pour ceux qui ont un partenaire, il faut avoir un bon partenaire qui comprend la situation, qui comprend ta situation et qui comprend tes objectifs. Et moi, ma vie est segmentée en deux pans. Le premier point, c'est quand je prépare un examen. Quand je prépare un examen, ma vie, c'est principalement boulot, études. Les 10%, je la dans ma famille. Et ma partenaire comprend ça. Bon. Maintenant, quand je n'ai pas d'examen, comme actuellement, c'est boulot et ma famille. Donc, il n'y a pas boulot social. Donc, il faut savoir segmenter. Il faut savoir faire quoi au bon moment. Donc, et il ne faut pas aussi faire du genre, tu as des examens à passer, tu concentres tout ton temps dans les examens. Et quand tu n'as plus les examens, tu concentres tout ton temps aux études, au biosocial. Alors, il faut aussi être reconnaissant envers la personne qui t'aide. J'ai quand même pris la peine de regarder un peu ton profil. J'ai également vu que tu as pas mal de certifications dans le domaine de l'actuariat. Comment est-ce que tu as nous as dit tout à l'heure en fait, que ce que tu fais en fait pour maintenir ton niveau d'études, c'est cette segmentation en fait, que tu as fait d'accord. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est ces certifications en fait. Comment tu les utilises? Est-ce que c'est une obligation quelque sorte en tant qu'actuaire ou c'est que ce sont des situations dans lesquelles tu es personnel? Pour devenir actuel, il faut passer ces examens. Ok, d'accord. Bon, pour les autres certifications, c'était des certifications volontaires. Donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin des compétences en finance, par exemple, en finance de marché. Je passe sur je fais une certification de
Les autres indications actuarielles, ce sont des prérequis pour avoir son titre d'associé et éventuellement son titre de fellow. Ok. Pour être actuaire. Ok. Je vais prendre l'exemple. Prenons, je suppose qu'il y a peut-être des cadets qui sont peut-être en formation actuellement pour devenir actuaire. C'est que tu avais des conseils en termes de, je vais dire, en termes d'apprentissage, en fait, qu'il doit effectuer pour exceller plus tard, en fait, dans l'actuariat. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais d'être ouvert, d'être curieux. Il faut beaucoup être curieux. Essayer de savoir où on met les pieds. Essayer de savoir. Parce que moi, par exemple, quand j'étais jeune, je voulais devenir médecin. Pourquoi je voulais devenir médecin? Parce que le nom médecin, ça serait bien dans mes oreilles. C'est un métier d'honneur. Le simple fait de discuter avec les spécialistes pour savoir si c'est exactement ce que je veux faire. Le simple, ça te permet de prendre le recul et de faire un choix, de savoir si tu veux te lancer dans ça. Pour ceux qui veulent se lancer en actuariat, premièrement, il faut faire des recherches. Essayer de réseauter avec des actuaires, ceux qui sont déjà passés par là, pour savoir si effectivement ça fit avec vos objectifs. Okay. Et aussi, il faut parler de la curiosité, il faut être passionné des chiffres, des data. On ne fait pas l'actuariat sans aimer la data. La mathématique aussi, il faut aimer la mathématique. On a parlé des probabilités, des statistiques, l'économie. Et il faut pouvoir mélanger tout ça pour pouvoir faire la mathématique actuarielle. Okay. La mathématique actuarielle, je prends un exemple très simple d'un outil qu'on utilise en mathématique actuarielle, ce sont les annuités. L'annuité, c'est quoi? L'annuité, c'est un paiement fixe, régulier pendant un certain temps. Je prends un exemple. Je décide de te verser $100 chaque année pendant 10 ans. C'est une annuité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça en actuariat? C'est qu'il faut prendre plusieurs informations. Il faut prendre le taux d'intérêt, parce que les $100 d'aujourd'hui, ce n'est pas la même valeur. Ok. C'est que tu peux prendre l'inflation également. Il faut prendre en compte l'inflation, il faut prendre en compte le taux d'intérêt, il faut prendre en compte la probabilité de continuer de payer l'annuité. Parce que je peux te promettre ça demain, je le sais. Donc, il faut prendre en compte tous ces facteurs-là. J'ai parlé de probabilité, j'ai parlé de taux d'intérêt, c'est finance, j'ai parlé d'inflation, c'est l'économie. Maintenant, je parle de marketing parce que tu vas vendre. Donc, il faut pouvoir être ouvert à tous ces domaines. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce que tu parles de marketing également? Toi, personnellement, est-ce que tu as déjà eu à toucher du marketing, je vais dire ça comme ça, ou faire des formations dans le domaine du marketing? J'ai eu l'opportunité de. Mon premier boulot, temps plein, était en tant que data scientist dans une à Orange Cameroun, spécifiquement à la direction de marketing. C'est pas le CBM? Exact. Oui. Exactement. J'étais au CBM. Tu connais le CBM? Oui. Donc, on a eu à toucher du doigt certaines notions marketing. Donc, c'est le seul endroit où j'ai eu à prendre le marketing. Et aussi à l'école. Ok. Tout à l'heure également, notre invité précédent nous parlait beaucoup, nous invitait beaucoup en fait à socialiser. Il y a les 57 en fait, où on va rencontrer en fait, des professionnels de notre domaine pour pouvoir sortir de nos zones de confort, trouver de nouvelles opportunités. Est-ce que c'est également quelque chose que tu fais? Est-ce qu'il y a des groupes en quelque sorte d'actuels en Amérique du Nord où on peut intégrer pour pouvoir rencontrer des actuels? Oui. Je dirais que quand on arrive dans le monde professionnel, d'après ma petite expérience, 70% des opportunités que tu auras vont venir de ton réseau. 70%. 30%, ce sont tes connaissances, tes compétences, je veux dire. Donc, ce que moi je fais, je vais à tous les événements de réseautage qui existent. En actuariat, en finance. Je viens tout. Quand j'étais basé à Toronto, je faisais souvent les navettes Toronto-Montréal. Je sais qu'il y a un événement qui commence à 19h à Montréal.
je finis mon boulot à 16h, je prends le vol, je viens, j'assiste à l'événement Wow. et je fais un aller-retour. Ça m'a permis d'élargir mon carnet d'adresses. Exactement. C'est très important Ok. de réseauter. S'il y a une chose qu'il faut faire, c'est réseauter. Et comment est-ce que tu trouves en fait ces événements? Comment je trouve ces événements? Déjà au boulot, il y a des événements inter. C'est moi de Sun Life. Non, pas seulement Sun Life. Il y a beaucoup de compagnies, par exemple. Ah, ok, ok. Sun Life, RBC. Il y a plein d'entreprises qui organisent souvent des événements de réseautage pour que les employés essayent d'échanger entre eux. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. Deuxièmement, il y a une association des actuels noirs en Amérique du Nord. Ok. Ils étendent leur manche partout dans le monde. Ok. C'est IABA. Donc, IABA. il y a IABA à Montréal, IABA à Toronto. Moi, je vais à tous les événements de réseautage d'IABA. Ok. Montréal, Toronto, Chicago. Le grand IABA même est basé aux États-Unis. Ils ont une conférence annuelle. Donc ça, je n'y vais pas encore, mais je planifie d'y aller. Donc, le moindre événement, je suis partant. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît... Un événement, qui l'écrit dans le groupe. Oui, vous écrivez dans le groupe, j'y serai. Si c'est à Montréal, Toronto, Vancouver, j'y serai. Ok, ok. Tout à l'heure également, tu as parlé du fait que il faut être très organisé en fait pour être actuel. Parce que tu dois, l'organisation également passe le fait que tu scènes en fait ta vie professionnelle, ta vie sociale et les études. Je vais dire ça de cette façon, je vais dire théorique en quelque sorte, mais pratiquement, comment tu le fais? En pratique, comment je fais? Je vais prendre par exemple une journée type quand j'ai mon examen passé. Okay. Quand j'ai mon examen passé, je sais que j'ai du boulot, je travaille de 9 à 17 heures. Je me rassure que de 9 à 17 heures, je suis efficient dans mon boulot. Okay. Je suis focus, je pense pas aux examens. Je ne pense pas à mon WhatsApp, je ne regarde pas mon WhatsApp. Non, je suis focus au boulot. Maintenant, après le boulot, je prends de 18h ou bien de 19h à 22h, par exemple, je suis focus sur les études. J'étudie de façon intense. Dans ma maison, j'ai mon petit bureau là. Ma conjointe, c'est quand j'étudie, on ne me dérange pas jusqu'à 22h. Donc, et après 22h, je prends le temps, je discute avec ma conjointe, on essaye d'échanger un peu et je fais les canards machines. Et voilà, ma journée est terminée. Le matin, on recommence. Okay. Et si j'ai le temps le matin, je commence par les études. Et je suppose que c'est différent en fait en fonction de ce qui est la priorité en quelque sorte. Voilà. Si au boulot, par exemple, j'ai une deadline, je vais beaucoup plus me focaliser sur cette deadline-là. Okay. Parce que ça ne sert à rien de passer les examens si on te renvoie. C'est clair. Donc, et est-ce que tu as des techniques précises en fait que tu utilises pour être focus en quelque sorte au bureau et rester efficient en fait durant des 6 heures comme tu as dit? Pour être focus au bureau, généralement ce que je fais, c'est 3 jours sur 5, je m'en vais en office. Et quand je vais en office, je ne parle pas avec mon téléphone. Okay. Donc je laisse tous mes devices à la maison, pas uniquement avec mon ordinateur du travail. Donc quand c'est comme ça, je sais que je serai focus, concentré. Quel que soit ce qui arrive, on va m'envoyer les messages, je vais me dire quand je vais rentrer. Donc quand je suis à la maison, je m'en vais dans mon bureau, je me mets à étudier, à part si c'est vraiment urgent. On ne va pas me déranger. Okay. Donc c'est généralement des techniques comme ça. Tu essayes d'enlever tous les éléments de distraction autour de toi pour être focus. Ok, je comprends. Et quant à, je vais dire, ton exposition en fait face aux informations, en fait, je pose la question, c'était principalement que savoir, tu m'as fait comprendre en fait que tu as un aspect, tu étudies beaucoup. C'est en fait, c'est ce que j'ai fait remarquer dans le domaine de l'actuariat. Vous êtes constamment en fait aux études pour pouvoir compléter votre formation un peu ça. Et à part en fait l'étude et l'actuariat, est-ce que tu te formes personnellement dans d'autres domaines, des domaines complémentaires en quelque sorte de voir l'actuariat qui vont peut-être développement de personnel, des choses comme ça. Et si oui, quels sont les livres peut-être que tu lis ou des formations que tu fais? Généralement, pour me distraire, actuellement, je suis passionné par la physique. Donc,
pour me distraire, je suis beaucoup d'émissions qui parlent de physique quantique, théorie des cordes. Je suis plus des émissions que je ne lis. Je lis beaucoup de livres actuels. Souvent, pour me détendre, là, je préfère suivre des émissions qui parlent des choses comme ça. C'est principalement, c'est pour créer ce break dans mon cerveau. Actuellement, tu n'es plus en actuariat. Tu fais quelque chose qui te passionne, qui nécessite un peu, qui stimule ton cerveau, mais c'est autre que l'actuariat. C'est créer cette rupture. C'est pour ça que je me passionne je suis passionné par tout ce qui est physique, théorie, physique quantique, des corps. Ok. Je suis vraiment avec. Ouais, je comprends ça. Et est-ce que tu continues en fait dans te former également dans le domaine de la tech parce que je sais que tu l'utilises. Tu m'as dit, tu m'as fait comprendre que tu codes également. Vous codez, vous utilisez également VBA, beaucoup d'Excel, de certaines personnes du Python. Il y a également du machine learning qui sont quand même des domaines de la technologie. Est-ce que tu te continues qui évolue en fait constamment? Est-ce que tu également tu te documentes constamment dessus? Actuellement, pour dire vrai, j'ai mis une pause sur. J'avais commencé à me spécialiser en Python. J'ai mis une pause. Et comme l'outil que j'utilise actuellement, c'est un outil propre aux compagnies d'assurance qui est Axis, j'ai mis pause sur tous ces softwares, R, Python, pour me focaliser sur Axis et Excel. Axis, Excel, VBA, SQL. Pour l'instant, je suis focus sur ça. Et avec de nouveaux rôles, c'est-à-dire les switcher mon rôle. Je vais switcher bientôt. Avec mon nouveau rôle qui s'en vient, je serai beaucoup plus exposé à R et Python, par exemple. Et là, je vais reprendre les esprits de R et Python. Ok. C'est un peu ça. Je sais que dans le domaine de l'assurance, il doit y avoir pas mal de questions analytiques parce que et c'est tout à fait normal en quelque sorte. Quelle est ta collaboration en quelque sorte avec l'équipe éthique, je vais dire ça comme ça? Quand j'ai commencé à la défi éthique, quand j'ai commencé à la Sun Life, j'ai commencé dans un rôle j'ai bagué les réserves. J'ai calculé les réserves de différents produits. Après, je suis allé dans l'équipe de validation de modèles. Dans l'équipe de validation de modèles, je suis plus proposé à l'éthique parce que je dois me rassurer que les modèles qu'on utilise respectent les réglementations. Réglementation donnée par le gouvernement, le SFI, ou bien la réglementation que nous sommes imposés. Quand je parle de réglementation, on parle d'hypothèses. Donc, je dois me rassurer que les hypothèses sont correctes. Les hypothèses ne discriminent personne. Il y a toujours des questions qui se soulèvent, qui font sujet des thèses qui font sujet de thèses notamment. Comme par exemple, comment pricer un produit d'assurance de façon optimale, tout en ne discriminant pas le policy de l'assurance. C'est une question très intéressante. La discrimination peut intervenir à quel moment? Est-ce que c'est discrimination de race, discrimination de profil? C'est en fonction de son profil professionnel, des choses comme ça. Comment est-ce que se fait? La discrimination est faite intervenir à quel niveau? C'est un peu compliqué dans la mesure où je vais parler de. Prenons par exemple la discrimination de race. Il y a de cela quelques années, on a eu, pas la Sun Life, je pense que c'était même aux États-Unis, on a eu un gros problème avec ce problème de discrimination de race. On avait des programmes de machine learning qui rendaient coupables plus les gens de minorité, particulièrement dans les minorités noires. Pourquoi ils le faisaient? Parce que les données d'entraînement c'était mal. Parce qu'il y avait déjà un pied. Donc, il y a ce problème-là dans la mesure où il faudrait qu'on se rassure que les données qu'on utilise pour construire, même si le modèle n'est pas discriminant, il faudrait qu'on se rassure que les données ne discriminent personne. Une deuxième question qu'on essaye de résoudre, c'est ce problème de genre. De façon générale, on sait,
les statistiques le montrent. Exactement. C'est pas moi qui le dis. Que en ce qui concerne la conduite, les femmes conduisent mieux que les hommes. Il y a moins d'accidents du côté des femmes que du côté des hommes. C'est la question qu'on doit se poser. C'est que est-ce qu'on doit augmenter la prime de l'assurance des hommes comparée à celle des femmes? C'est une question très intéressante. Certains diront que si on augmente la prime d'assurance des hommes, on est en train de créer un biais. Exactement. C'est une sorte de discrimination. C'est une sorte de discrimination. Maintenant, puisqu'il est donné de 10, est-ce qu'il faudrait l'appliquer? Forcément. Ok. Bon, c'est maintenant ces questions. Il faut réfléchir. Il faut bien se poser, résoudre ce problème. Est-ce qu'on va suivre les données? Ou bien est-ce qu'on va dire qu'on fait finir ça? Et on considère que tout le monde est égal. Ok, je comprends. C'est compliqué en fait. Ouais, c'est. Ça fait sujet de thèse. Il y a vraiment pas mal d'hypothèses comme tu dis, en fait, à part encore. Ça fait sujet de thèse. J'ai un camarade qui soutient sa thèse sur ce problème de discrimination. C'est vraiment compliqué. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que peut-être on a tellement été emporté par le domaine de l'actuariat, je n'ai pas pris la peine de te demander en quelques mois, en fait, de vous parler de ton parcours. Mon parcours, j'ai commencé à. Parcours professionnel, n'est-ce pas? Bon, je commence à l'ICA. À l'ICA, je commence en 2015. En troisième année, j'ai l'opportunité de faire un stage au ministère des Finances où justement j'ai été exposé à l'actuariat, ce qui me permet d'être ici au Canada. Après mon stage de troisième année, j'ai fait mon stage de quatrième année à la Banque centrale. À la Banque centrale, j'ai travaillé principalement sur comment distribuer des prêts aux compagnies. J'ai géré le comité de machine livrée. En fait, l'allocation des prêts aux différentes banques commerciales. Après mon stage, là, j'ai eu l'opportunité de travailler au Orange en tant que data science, département de marketing. Et j'ai eu l'opportunité de venir au Canada pour suivre mes études en actuariat. Je suis venu. Durant mon parcours en actuariat, j'ai eu l'opportunité d'être auxiliaire de recherche et auxiliaire d'enseignement sur plusieurs matières. La recherche portait essentiellement sur les régimes de retraite, le financement des régimes de retraite. J'ai essayé d'estimer, de faire des estimations des taux d'intérêt, des trucs comme ça. Et après ma diplomation, j'ai trouvé mon boulot à Sun Life en tant que coop d'abord. Coop, j'ai fait les revues de reserving. Après le reserving, je suis en validation de nouveau. Ok, c'est un peu mon parcours. Ok, et tu as en relation client jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ok. Est-ce que ça me vient également comme ça? Est-ce que tu as également, étant donné que c'est un peu évolutif, comme tu as déjà commencé dans le modalité, tu travailles, et je suppose que dans le modalité, tu travailles en étroite collaboration avec l'équipe de pricing, même chose avec la validation du modèle. Est-ce que c'est dans le domaine de l'actuariat, comment est-ce que tu veux pouvoir évoluer dans le domaine de la Est-ce que tu veux aller dans la gestion de risque plus tard ou rester en fait dans la version de modèle? Comment est-ce que tu vois ça? Je vais partir sur ce que font les actuaires en fait. La majorité des actuaires, je vais dire 90% des actuaires, on travaille sur une seule équation. L'équation, c'est la réserve égale bénéfice moins les prix plus les dépenses. L'équipe qui construit les bénéfices, c'est ceux qui construisent les produits. Ils conçoivent des produits, par exemple, on veut créer un produit qui va indemniser le client à hauteur de 100 000 $. Ils partent voir l'équipe corps. L'équipe corps dit que bon, quelles sont les dépenses qu'on peut affréter à ce produit. L'équipe corps dit que bon, on peut affréter 500 000 $ pour chacun assuré. L'équipe de price, ils prennent les deux informations pour pouvoir pricer, pour pouvoir mettre un prix sur le produit avec un calcul relativement. L'équipe corps donne une approximation de des dépenses. Des dépenses. Pas du prix, mais parce que il y a des dépenses de management. Par exemple, quand on va prendre il y a une équipe qui on doit payer les actuaires. Ça rentre dans les dépenses. Il y a des enquêtes pour
qui vont prendre des informations chez les clients, envers l'équipe de pricing, comme on a les informations pour faire du pricing. Ça, les frais. En fait, c'est tous ces frais-là qu'on essaie d'estimer. Donc, quand on a le bénéfice, on a les expenses, l'équipe de pricing décide de mettre le prix sur le produit avec des outils actuellement, par exemple, dit que bon, le prix du produit ici, c'est, je dis n'importe quoi, $100 par mois. Maintenant, avec ça, l'équipe de revenus va dire que bon, comme ils essayent comme le produit, le bénéfice, c'est $1000, la prime, c'est $100, combien on doit mettre de côté? Puisque nous, les compagnies d'assurance sont pratiquement essentiellement financées par les prix. Combien doit-on mettre de côté avec les primes qu'on reçoit pour pouvoir financer des éventuels sinistres? Ça, c'est l'équipe des réserves. Ils prennent des informations des trois autres équipes. Maintenant, après avoir défini les réserves, ça c'est en amont, au début d'année, on estime qu'on met de côté $100,000 pour pouvoir payer tous les policiers. Maintenant, à la fin d'année, on essaie de calculer le profit. On va dire que bon, on a passé tant, on a payé tant. Donc, le reste, là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ok, pour investir. On peut décider d'investir. Exactement. Donc, moi, actuellement, j'ai fait du reserving. Exactement. Non, j'ai fait du reserving quand j'étais dès que j'entrais. Ok. Actuellement, je fais la validation du milieu. C'est un peu transversal à tout ça. Ok. Bon, je suis en train d'aller toujours en reserving, mais un autre site. Ok. Donc, après, je vais voir si je vais faire un pricing. Après, gérer l'investissement. Donc, j'ai envie d'aller sur toute la branche, voir tous les plans d'équation pour pouvoir avoir une opération globale. Ok. Et pour pouvoir voir où je vais me soumettre plus tard. Ok, ok. Ouais, c'est très bien objectif. Très bien objectif. Est-ce que tu aurais des conseils que tu aimerais donner en fait au panel de façon générale dans le domaine actuel? De façon générale, d'abord, comme je dis toujours, il faut savoir rêver. Moi, c'est quand quelqu'un me demande un conseil, moi je dis toujours ça. Il faut savoir rêver. On ne rêve pas qui veut. Rêve qui peut. Exactement. Ce que je mets dans rêver, dans la connaissance du rêve, savoir rêver, c'est quoi? C'est avoir des ambitions. Généralement, les gens pensent que le rêve, c'est avoir des ambitions. Des ambitions démesurées. Oui. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est tu as des ambitions, tu essaies de te renseigner pour savoir comment faire pour réaliser ces ambitions-là. Ça, c'est de deux. Premier, avoir des ambitions. Deux, essayer de voir comment faire pour réaliser ces ambitions-là. Trois, qui a déjà réalisé ces ambitions? Quatre, entrer en contact avec la personne pour savoir si ce qu'il fait, effectivement, fit avec ce qui est dans ta tête. Je peux rester comme ça et dire que, bon, je veux rêver être président des États-Unis. C'est impossible. Ouais, exactement. Ça, c'est impossible. Mais c'est un rêve. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut savoir rêver. Maintenant, à tous ceux qui veulent être actuels, il faut avoir le cardio. C'est un chemin long, périlleux, mais ça vaut la peine. Je ne me plains pas en tout cas. Concernant le rêve, j'aimerais ajouter, il y a un très bon livre de John Maxwell, Du rêve à la réalité, qui essaie d'amener en fait ces différents lecteurs à comprendre leur rêve et comprendre comment réaliser le rêve en question. Donc, je vous recommande en fait au panel, si vous êtes intéressé, le livre s'appelle Du rêve à la réalité de John Maxwell. Je vais le créer tout à l'heure en fait dans le groupe. Ça peut être très intéressant parce que vous partagez ça. Je crois que moi, je te remercie personnellement en fait, de la réponse à tes questions et de l'édification que tu nous as apportées aujourd'hui dans le domaine de l'actuariat. Je vais passer la parole au panel pour leurs différentes questions. Donc, merci à vous. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non, je vais très bien et vous? Non, je vais bien également, merci. D'accord, moi c'est Stephen Ouseni.
euh, en- étudiant en master de actuariat au Cameroun, à ESFA. D'accord. Bon, allô, vous me suivez? On te fait très bien. D'accord. Je suis en fin de formation et là, je, je suis en train de rechercher un stage, ce qui n'est pas évident comme partout ailleurs. Ma question était de savoir comment s'est passée la transition entre le Cameroun pour le Canada. Du moins, comment est-ce qu'il a eu cette opportunité et comment est-ce qu'il a pu gérer cette opportunité pour se retrouver à l'Université de Laval. Donc, je m'arrête là pour qu'il puisse répondre et après, si je peux revenir, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ok. Oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est une très bonne question. Comme je l'ai dit tantôt, quand j'ai appris que l'existence de l'université là-bas et la formation de l'école actuariale à l'université là-bas, j'étais en quatrième année lycée. Bon, c'est vrai, j'avais reçu ceux qui sont venus à l'ICA, nous ont fait une bourse partielle à certains étudiants Ok. et j'ai été bénéficiaire. Mais la bourse, comme je l'ai dit, c'était une bourse partielle. Ça couvrait, disons, le tiers de la formation. Il fallait trouver les deux autres tiers. Exactement. Donc, moi particulièrement, j'ai dû reporter mon admission pour la session d'hiver et j'ai cherché les moyens de collecter les fonds. le temps de collecter les fonds. Et je l'ai dit déjà, la formation au Canada, c'est pas le problème. Ouais, c'est clair. C'est le haut niveau. Ouais. Financièrement, Financièrement, c'est très cher. C'est très cher, ça c'est vrai. Financièrement. Si les finances ne le permettent pas, il y a de très bonnes formations en France. Des formations, de très bonnes formations. Je connais le RIA qui forme de très bons actuaires. Il y a aussi l'ENSAL, l'ISFA aussi, qui forme de très bons Je actuaires. suppose qu'ils sont spécialisés en fait dans l'actuariat uniquement. Pas comme on fait des formations comme ici en Amérique du Nord, c'est peut-être finance et spécialisation actuariat. C'est pas la même chose. C'est spécialisation actuariat uniquement en quelque sorte. Je n'ai pas la connaissance de leur programme. Okay. Je sais qu'il y a des actuaires qui sortent, des très bons actuaires qui sortent de ça. Ok, d'accord. Mais si vous avez des moyens, vous venez au Canada. Je pense que l'une des questions, c'est, je veux dire, les requirements. Yes. Les requirements en quelque sorte pour pouvoir intégrer la formation à l'Université de Laval. Est-ce que tu as une idée de quels sont les requirements? Oui, pour pouvoir intégrer la formation, premièrement, il faudra avoir de très bonnes notes, être un sortant. Vous êtes sortant, vous avez de très bonnes notes et vous postulez. Et peut-être on va prendre votre dossier. Ok. Et oui, il faudrait aussi avoir 3 lettres de motivation. Ça, c'était très, très particulier. Ouais. De la part des professeurs? Oui, des professeurs et je pense des professeurs et des encadrants. Okay. Mais c'est préférable d'avoir les lettres de recommandation des professeurs. Ok, d'accord. J'espère qu'on a répondu à ta question. Oui, merci. Et s'il vous plaît, quelles étaient vos difficultés déjà arrivé au Canada et du point de vue de l'insertion, l'environnement, la langue et tout ça, comment vous avez pu gérer tout cela? Question langue, on se familiarise assez rapidement. Je pense qu'en un mois, tu vas te familiariser avec le français québécois. L'insertion, bon, on vit en guerre. Donc, souvent c'est marche ou crève. Donc, tu es obligé de marcher. Donc, pour être un peu plus sérieux, ce que moi j'ai fait, j'ai essayé de rencontrer il y a une association camerounaise ici à l'Université Laval. J'ai essayé de les rencontrer. Ils ont essayé de me briefer sur comment ça se passe. Et du côté de l'école, mon directeur de recherche, il m'a un peu tenu la main. Il m'a présenté les cours qu'il serait mieux de choisir pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en fait. Donc c'est un peu ça. Comme Anissé l'a dit, il faut avoir l'état d'esprit que tu vis en guerre, comme il dit. Donc tu dois être prêt je vais dire, à utiliser en fait tous les différents moyens qui sont à ta disposition, légaux bien sûr et moraux également. Tous ces différents moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs.
Donc, c'est-à-dire, si c'est que tu as une association en fait que tu peux intégrer, il y a un organisme en fait que tu peux intégrer pour te donner de l'information, pour rechercher la bonne information, vas-y, va avec les gens, prends des conseils des gens et fais le tri et essaie de voir en fait les conseils en fait qui sont mieux que toi et essaie de les appliquer. Oui, fais le tri. Ouais, fais le tri bien sûr. Il ne faut pas appliquer tous les conseils. Et l'expérience de chacun est différente. Tu vas également te faire ta propre idée du Canada si tu viens ici, bien sûr. Moi, on te le souhaite. Tu as d'autres. J'espère qu'on a répondu à ta question. Oui, oui, mais si c'est bon pour le moment, s'il y a d'autres questions, je vais revenir. Ok, d'accord. Il y a d'autres questions. Allô, allô. Oui, allô? C'est Rachid. Bonjour, Steve. Salut Rachid. Bonjour, Anissa. Je vais bien faire. Ok, bon, c'est une question pour Anissa. C'est vrai que Steve a un peu approché ce sujet en te demandant quels sont les livres inspirants que tu as eu à lire, bien que tu continues en fait de lire. Bon, là, tu as fait référence principalement bon, à des livres, je peux dire, qui sont métiers ou bien qui sont techniques. Donc, je repose un peu la même question là. Et en mode, oui, pour ton développement, en fait, quels sont les livres que tu conseillerais, en fait, à une personne, en fait, il y a une personne qui veut suivre ton parcours, et bon, et même le livre qui t'inspire, en fait, toi-même, parce que au-delà, en fait, de l'aspect technique, il y a beaucoup un aspect mindset qui revient à chaque fois dans tes livres. Ok. Moi particulièrement, je n'ai pas, je n'ai pas lu de livre en particulier. Je suis vraiment busy avec les études et les boulots. Donc, ce que je fais généralement, c'est qu'il y a la SOA, Société des Actuaires, Society of Actuaries. Ils ont des formations en développement personnel. Même la compagnie, parfois, les compagnies offrent des formations de développement personnel que je suis, quoi. Donc, mes questions livres en particulier, non, à part des livres actuels, c'est exactement aucun livre. Très concentré sur la sélection. Je suis focus sur passer mes examens. Quand il y a du temps, je profite de perdre le temps avec ma famille, avec mes amis. Donc, c'est soit boulot, soit études, famille, pour l'instant. Et que je dirais que l'aspect discipline, en quelque sorte, que tu possèdes est venu, c'est personnel, en quelque sorte, c'est ta façon d'être, en quelque sorte. Il y a pas de... Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux passer Une brillante carrière. une brillante carrière actuellement. C'est pas possible. Il faut vraiment être discipliné déjà. Ok, merci. Donc là, pour ce qui est de l'actuariat, c'est bon, tu es le deuxième invité dont je suis à la conférence là, et qui nous parle d'actuariat. Vous revenez toujours sur le même sujet, c'est-à-dire celui de l'application en fait, au domaine des assurances. Est-ce qu'il y a d'autres domaines en fait où l'actuariat en fait est appliqué et d'autres domaines qui bon, que l'on retrouve en fait ici dans notre contexte du Cameroun en Afrique? Attends, je Et il a demandé en fait s'il y a d'autres domaines à part l'assurance pour ok. qu'on peut utiliser en fait l'actuariat. Ok, mais à part les compagnies d'assurance, on a des régimes de retraite. Pourquoi, en fait, de façon générale, partout où il y a risque financier, on peut faire appel à un actuaire. Partout où il y a risque financier, on peut faire appel à un actuaire. Quand je prends, par exemple, les compagnies de retraite, comment fonctionnent les compagnies de retraite? Quand tu travailles, tu payes des primes, on coupe une petite partie de ton salaire, un petit pourcentage de ton salaire, pour verser pas au gouvernement, à la compagnie qui gère Comme la caisse d'épargne. la caisse d'épargne, un peu comme la caisse d'épargne au Cameroun. Donc, on verse une petite partie. Quand tu vas partir en retraite, on va prendre une petite partie, on va te remettre jusqu'à ce que tu décèdes. Donc, c'est ce calcul-là
qu'est-ce qu'on doit couper dans ton salaire et qu'est-ce qu'on doit te verser quand tu prends un prêt. Ce calcul est fait généralement par les actuels. Il y a certains produits financiers. Quand tu vas, par exemple, prendre un prêt immobilier, tu dois payer une prime supplémentaire, une prime d'assurance, pour être sûr que tu vas pouvoir payer ton prêt hypothécaire jusqu'à, même si tu payes ton boulot, même si tu on avait dit un cas de maladie grave. Un cas de maladie grave de longue durée qui t'empêche de travailler et d'avoir un revenu. La compagnie d'assurance doit être capable de payer. Il y a aussi des assurances sur des emprunts, on appelle les prêts hypothécaires. Même un emprunt banal, tu peux partir à la banque, tu pars à la banque, tu dis que tu veux un prêt de 200 000 $. Et après, on te dit que bon, si tu veux, tu payes 10 000 $ supplémentaires. Voilà, tu payes 10 000 $ supplémentaires. Et même s'il arrive quoi, plus tard, ton crédit est garanti. Donc, il y a aussi, quand on parle du côté de la finance du marché, les options. Les options, généralement, fonctionnent sur le principe de l'assurance. Les options d'achat. Les options d'achat, ok. Ça fonctionne pratiquement sur le principe d'assurance. Et il y a aussi d'autres produits d'assurance qui sont qui sont liés à des options. Donc, c'est vraiment un échange mutuel entre assurance et finance. Donc, il y a la finance, il y a les compagnies de retraite, l'assurance. Toute compagnie qui gère les risques financiers ont besoin d'un marché. On a pu répondre à ta question. Merci. Bon, là, pour ma dernière question, ok, pour quelqu'un qui choisit de faire l'actuariat au Cameroun, bon, vu que tu as pas mal fait le contexte du Cameroun, est-ce que on a des portes largement ouvertes? Est-ce que le milieu il recrute en fait facilement? Ou bien est-ce que pour une telle personne, tu conseillerais rapidement d'essayer de voir, de chercher la voie de l'Occident? C'est une très bonne question. Très bonne question. Je vais parler suivant les normes. Il y a un organisme en Afrique centrale qui gère toutes les compagnies d'assurance. Désolé, j'ai oublié les noms. Il y a une clause dans la charte de cet organisme-là qui oblige toutes les compagnies d'assurance de recruter au moins un actuel. Okay. Donc, si tu es actuel, tu es au pays, il n'y a pas beaucoup d'actuels au pays. Ça veut dire que si tu es actuel, tu es au pays, tu auras pratiquement forcément un boulot. Ça, c'est la norme. Maintenant, est-ce que ça se fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'en fait, tous les organismes financiers au pays en fait, appliquent cette règle? Alors, ça, je ne sais pas. Par contre, je sais que l'actuariat en Afrique du Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, c'est bien développé. Je connais de très bons actuaires qui y travaillent. D'autres ont même quitté leur boulot ici en Amérique. Puis, ils sont rentrés en Afrique, de l'Ouest, du Nord, du Sud. L'Afrique centrale, je n'ai pas un exemple palpable. J'ai un seul exemple, un actuaire que la Banque centrale a recruté. Bon, à part ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une charte qui dit que toutes les compagnies d'assurance en Afrique centrale doivent avoir au moins un actuaire. Ok. Maintenant, est-ce que ça se fait comme ça? Tu auras la possibilité, tu as des débouchés en fait dans les développements, dans les assurances, dans les fonds d'investissement. Okay. Merci, c'est tout ma question. Je vous en prie, je vous en prie. Allô? Oui. Bon, je reviens avec d'autres questions. Bah ouais, poser d'autres questions. Je crois que c'est la CIMA. Ah oui, Afrique centrale, c'est la CIMA. Oui, c'est la CIMA. Et aussi, déjà, c'est un peu comme avant, il y a quand même quelques actuels. Il y a 2 écoles quand même qui font un actuariat. Donc, c'est un peu, ça bouge déjà un peu en termes d'actuel, même si le titre n'est pas encore acquis. Donc, je reviens avec une autre question. Vous avez présenté l'actuariat accentué plus assurance, mais vous n'avez pas parlé de l'actuariat du point de vue des cabinets conseils ou les cabinets d'audit. Je ne sais pas si j'ai juste
omis la partie là où j'étais pas attentif. Mais j'aimerais vous écouter là-dessus. Euh, non, tu n'as pas oublié cette partie. Euh, pour un consultant, c'est un employé, une boîte qui parle à son autre boîte pour donner son expertise. Généralement, les consultants, les actuels consultants, partent dans d'autres compagnies d'assurance ou bien d'autres fonds de retraite ou bien d'autres banques pour donner leur expertise que ces compagnies-là n'ont pas. Okay. Donc, pas forcément qu'ils n'ont pas, on va dire que la main-d'œuvre n'est pas suffisante. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Oui, c'est le risque. Voilà. Et il y a aussi les consultants qui font dans l'audit. Chaque compagnie d'assurance est auditée par au moins un consultant. On l'a dit tout à l'heure, tout ce qui concerne les finances passe par plusieurs validations. Parmi un de ces filtres, il y a les outils externes et les outils internes. Généralement, ce sont les consultants qui le font. Il y a aussi des consultants qui construisent des modèles standards pour toutes les compagnies et nous tous on utilise en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas ce qu'un consultant fait au jour le jour, il n'est pas tellement différent de ce que quelqu'un fait en entreprise. La seule différence, c'est que celui qui est en entreprise est fixe, travaille spécifiquement pour cette entreprise-là. D'un consultant, c'est un peu comme un oiseau. Il migre d'une entreprise à une autre, dépendamment des contrats, de ceux qu'ils peuvent avoir. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, vous avez répondu à ma question. D'accord. D'accord, mais Ok. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, ingénieur. J'avais une question pour l'ingénieur invité d'aujourd'hui, celle de savoir, vous avez dit que vous avez travaillé à Toronto avant de vous relocaliser où vous êtes actuellement. Je voulais juste savoir si l'anglais a été une barrière pour vous. Si oui, comment est-ce que vous l'avez surmonté et quels conseils donneriez-vous par rapport à l'apprentissage de l'anglais pour les cadets? Merci. Okay, merci. C'est une très bonne question. Pour la petite histoire, je travaille toujours à Toronto, je travaille à distance. Je me suis déplacé à Montréal pour des questions familiales. Donc, quand j'ai quitté Québec City pour Toronto, j'ai justement fait face à cette barrière linguistique-là. Et d'autant plus, je suis entré dans une équipe qui était vraiment mixte. Il y avait un Asiatique. Quand je dis Asiatique, c'est plus du côté Japon. Il était coréen, il était de la Corée du Sud. On avait un Indien, on avait un Français, on avait un Québécois, on avait un Américain, on avait un gars de Toronto. Donc, tous avaient des accents totalement différents. Donc, parfois, je me perdais pendant le meeting. Mais j'avais la chance que mon manager, mon 1+1 direct, était québécois. Donc, il m'a un peu tenu la main pendant un bon bout, pendant mes 6 premiers mois, avant que je me familiarise aux différents accents. Donc, je pense qu'on s'y habitue. C'est pas facile, hein, c'est souvent difficile de performer quand je comprends pas ça. Donc, c'est souvent difficile, mais on y arrive. Comme il a dit tout à l'heure, tu donnes tes 100%. Et facilement, tu vas dans tout sur le best. Et tu peux facilement douter de toi, en fait, en quelque sorte. C'est que tu n'arrives pas à communiquer avec tes collègues. Tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. Exactement. Tu penses que tu n'as pas ta place. Ouais, ça, c'est le petit syndrome. Oui, je t'assure. Donc, ce que je peux te dire, c'est que donne toujours le meilleur de toi-même. Reste toujours à 100%. Et parle. L'anglais, c'est exactement l'anglais, c'est 100% parler. Même s'ils ne comprennent pas, même si tu les fais répéter 50 fois, ils t'ont recruté, ils savaient que tu ne parles pas bien français. Même si tu leur demandes de répéter 50, moi je suis du genre, si tu ne comprends pas, je vais parler. Tu ne comprends pas, je parle plusieurs fois. Si je ne comprends pas en retour, je vais te faire répéter jusqu'à ce que je comprenne. Et c'est, comme je le dis souvent, fabricant de Fifabert, en forgeant, on devient forgeant. C'est ça.
Ok, merci beaucoup. Ok. Allô, allô. Oui. Allô? Oui, Ah, là, en fait, en m'inspirant sur la question de Joseph à l'instant là, l'anglais, surtout le parler, parce que c'est que bon, les trois autres là, écrire, entendre, bon, en fait, les deux là, on peut gérer. Mais pour le parler, en fait, qui lui, il dépend beaucoup plus du fait que tu sois dans un contexte environnemental anglo-saxon. Est-ce que ça, si tu, en fait, pour toi, ta carrière là, le fait de ne pas être qualifié en fait dans le parler en anglais, est-ce que ça va comme étant une barrière en fait pour ce qui est du recrutement? Oui, le recrutement, c'est sur la partie recrutement, parce qu'on sait, bon, intégré. Dès que tu as été recruté, tu peux te battre pour relever le niveau puisque tu es dans l'environnement. Mais aussi pour la partie recrutement, est-ce que le fait de ne pas parler de manière fluide l'anglais parce que tu n'as pas été dans un environnement en façon permanente, est-ce que cela, c'est une barrière au niveau du recrutement? Est-ce que c'est une barrière? Je ne vais pas dire que c'est pas une barrière. C'est vrai. Toute personne souhaiterait collaborer avec quelqu'un qui le comprend, forcément. Euh, mais si tu as un bon CV, un CV solide, on ne peut pas te refuser à cause de la barrière. J'en suis un exemple. Mon anglais, moi, je parle l'anglais du Cameroun. Je parlais l'anglais du Cameroun. Genre, si c'est fort, je mets mon français. Ou bien je fais la langue des signes. Vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, on va finir par se comprendre un jour. Donc, durant l'interview, j'avais un CV relativement bon. C'est bien après qu'on m'a dit que mon anglais n'était pas fameux. C'est vrai, je m'exprime en anglais, mais j'avais vraiment l'anglais du Cameroun. Donc, ils ont dit qu'ils ont dû escalader, ils ont vu leur manager pour savoir comment gérer mon cas particulier. Le manager lui-même a parti voir son manager pour savoir est-ce qu'on doit laisser un si bon candidat pour seulement une barrière linguistique. Donc finalement, je suis passé. Donc c'est pour dire que c'est une barrière et ce n'est pas une barrière dans la mesure où si tu construis un bon CV, si tu as un bon background, rien ne peut être refusé. Et aussi, si tu as un bon CV, ils vont payer pour. Moi, par exemple, on a dépensé plus de 10 000 $ pour la formation en anglais. Bon, merci. Moi, je remercie l'entreprise. Comme tu dis, ce n'est pas réellement, c'est une barrière, c'est pas réellement une barrière. Ça peut être une barrière, en fait, si c'est que tu as un niveau vraiment zéro. Oui. Tu ne comprends pas. Si le monde n'arrivait pas à échanger, tu parles. Oui, là, c'est vraiment presque impossible, en fait, qu'on te recrute. Et si c'est que tu as quand même déjà une solide fondation et qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils peuvent investir sur toi pour que tu puisses facilement monter en compétence dans ce domaine. Je ne vois pas, en fait, pourquoi est-ce qu'ils vont en fait laisser ton dossier, surtout si ton dossier est excellent sur le plan, je vais dire, technique et même sur le plan, en fait, des sources. Parce que je crois également que c'est l'un des aspects que les recruteurs facilement, en fait, sont capables de voir. Si c'est que tu as une capacité d'apprentissage assez évoluée, si c'est que tu es curieux, ce sont des caractéristiques, en fait, qui sont capables de prendre en considération lorsqu'ils recrutent quelqu'un. Surtout s'il y a des problèmes, en fait, comme la barrière de langue, comme tu dis. Et moi, j'aimerais dire, pour tous ceux qui veulent un boulot dans un secteur anglophone, ne vous mettez pas un plafond de verre en disant que vous ne savez pas parler l'anglais. Non, ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Si vous voulez vraiment travailler en anglais, postulez. Que les personnes qui choisissent ceux qui doivent travailler refusent votre dossier. Ce n'est pas à vous de déjà vous censurer dès le départ. Moi, j'ai postulé. Moi, je vous dis, moi, je suis un rêveur et je sais ce qu'il faut faire pour atteindre mes rêves. Donc, je voulais essentiellement travailler à Toronto. Donc, j'ai postulé sur plusieurs entreprises et on m'a sélectionné. Bien que mon anglais était un anglais comme c'est fini. Donc, il ne faut pas vous mettre une barrière, vous censurez vous-même. Laissez les personnes qui censurent, vous censurez. Ça ne coûte rien d'envoyer votre CV. Rien du tout. La seule chose, c'est un refus. Exactement. La pire chose qui peut t'arriver, c'est un refus.
Merci, merci. On va prendre une dernière question. Allô? Et alors, Oui, bonsoir encore une fois. Merci merci pour votre brillant parcours que vous avez déroulé, malgré le début qui était un peu, qui a été un peu dans une zone de turbulence. Bon, comme c'est la dernière question, je voulais aller un peu vers parler de l'avenir. Je voulais savoir quel est selon vous l'avenir du métier, l'avenir des métiers de l'actuariat. Vous avez dit au début qu'il y a plusieurs corps de métier dans ce domaine-là. Et selon vous, lesquels vous semblent dans l'avenir, bon, lesquels vous paraissent autant pour moi dans l'avenir être dépréciés avec les nouvelles technologies qui arrivent, qui sont en train d'arriver, notamment l'intelligence artificielle, entre autres. On se doute bien qu'il y aura, comme dans tous les corps de métier, on se doute bien qu'il y aura qu'il y aura des changements. Il y aura d'énormes changements, dans plusieurs sous-parties de ce métier-là. Donc, la question que je souhaiterais que vous répondiez, c'est selon vous quels sont les métiers, les métiers d'avenir dans l'actuariat et quels sont dans l'autre sens les métiers à éviter. ok. Quand on parle de ça, C'est ça. ça, c'est sûr. Même quand l'IA va tomber, ça va Exactement, c'est le là, modèle voilà, là que tu dis. Oui, exactement, exactement. Donc, pour moi, les choses évoluent très rapidement. Il y a cela 50 ans. Si on disait à une actuelle que le rôle de l'actuel qu'on exerce actuellement, maintenant, devrait être comme ça, il n'aurait pas pu. Il y a cela 50 ans. Oui, 50 ans. Un actuel était celui qui était bon en calcul mental et en lecture des tables. C'était principalement. Il n'y avait pas des codes artistes, PDA. Non. Avec le temps, avec l'arrivée de l'ancienne nouvelle, il va appeler ça ancienne nouvelle technologie, les ordinateurs. Avant, c'était la nouvelle technologie. Maintenant, c'est l'ancienne. Bon, il va appeler ancienne nouvelle technologie. Avec l'arrivée de l'ancienne nouvelle technologie, on a switché avec la puissance de calcul des processeurs. On s'est vu que, moi, je ne sais pas si c'est 300 fois, 345 fois 57. Avant, un actuel vous donnait des résultats directs. De nos jours, les actuels ont switché, ils ont eu des compétences plus techniques, des formations, comment utiliser l'ancienne nouvelle technologie pour pouvoir faire le travail de façon optimale. Certains boulots ont disparu, comme par exemple ceux qui faisaient des calculs mentaux, ça a disparu. De nos jours, on fait face à de nouvelles technologies qui vont remplacer les anciennes nouvelles technologies. Les anciennes nouvelles technologies. Certainement, certains boulots vont disparaître. Comme par exemple, selon moi, les boulots, les tâches manuelles, comme par exemple faire du reporting. Pour moi, les tâches de reporting vont disparaître avec le temps. On va tout automatiser, laisser en place à l'étape de penser le modèle. Comment construire un modèle qui fit sur le business, qui se focalise sur le business, qui fit bien avec les objectifs, qui permettent de faire une meilleure estimation et qui font que les coûts fit bien avec la réalité. Donc, je pense qu'on va plus submerger de ce côté-là. Toutes les autres tâches techniques, toutes les autres tâches techniques vont être laissées à la machine, à l'intelligence artificielle. Et maintenant, après d'avoir construit ces modèles basiques, après d'avoir construit ces modèles basiques, on va devoir garder l'équipe de validation, forcément. Parce qu'on ne peut pas laisser l'argent des gens être géré uniquement par une intelligence artificielle. Il suffirait juste de pirater l'intelligence artificielle, voire tout pénaliser le système. Donc, je pense que nous tous on livre. Ce n'est même pas seulement l'actuariat. Je pense que tous livrent je vais dire ça comment,
un environnement où on pense plutôt comme un ingénieur. En fait. On va laisser l'aspect, l'action à l'ordinateur, on va penser le système. Je pense que dans 100 ans, on va tous chacun ira se préparer pour ça. ouais. Et comme il a dit tantôt, actuellement, celui qui est efficace en Internet, celui qui utilise les ordinateurs, celui qui sait coder. Dans 50 ans, dans 30 ans, 50 ans, dans 10 ans, celui qui sera bon en actuariat, ce sera celui qui sait utiliser, qui saura utiliser l'intelligence artificielle. Ça sera pratiquement pareil. En fait, je trouve que C'est les outils qui vont changer. une petite translation. Ok, donc le cœur du métier, c'est dans la maîtrise des outils. Le cœur du métier sera la maîtrise des concepts, des fondamentaux. Bien maîtriser les fondamentaux pour pouvoir concevoir des modèles pour envoyer à l'intelligence artificielle. Comme ça, l'intelligence artificielle va faire les calculs. Ok, d'accord. Mais C'est clair. c'est l'humain qui doit penser, c'est l'humain qui doit penser sur le système. Ok, merci. Nous allons Une question bonus. Pardon, C'est possible, une question. C'est possible d'avoir une question bonus. oui, vas-y. Ok, donc pour Anissé, bon, là c'est par rapport au sujet de l'intelligence artificielle qui a été introduit à l'instant là, précédemment. D'après toi, là, quel est l'impact en fait de BlackRock dans le domaine de l'actuariat? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, L'impact ma question, c'est de savoir de BlackRock dans le domaine de l'actuariat. Ah, d'accord. D'après ce que j'ai comme information, BlackRock a une IA en fait puissante en fait qui fait justement tous ces calculs de risques là et qui automatise ça et il brasse en fait une bonne partie en fait de ce marché là. C'est-à-dire bon, il le fait automatiquement. Il fournit ce service là. Donc, je ne sais pas si tu as une visibilité sur l'impact en fait réel de BlackRock dans ton domaine. Désolé, est-ce que tu peux répéter la deuxième partie de ta question? Je n'ai pas bien entendu. C'est une seule question, en fait, savoir, est-ce que tu as une idée de l'impact de BlackRock dans le domaine de l'actuariat? Oui. Parce que ce que j'ai d'après c'est comme information, BlackRock, en fait, la société américaine, ils ont une IA surpuissante, en fait, qui s'occupe de ce type de calcul de risque-là et qui, ils le font en sous-traitance, en fait, à pas mal d'entreprises. Donc, Aladdin. bon, c'est un peu ça ma question. Est-ce que tu as une idée de leur impact en ce moment-ci, de ce que ça donne comme prévision en fait pour le domaine de ton métier dans l'avenir? Donc, je connais BlackRock comme étant une compagnie qui fait dans les investissements. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Et qui, d'après ce qu'il fait. Le nom, bon, je n'ai pas, je pourrais trouver le nom, mais bon, je n'ai pas de tête. Aladdin. Voilà, c'est ça, Aladdin. Et ça fait Aladdin. Ah, ok. Non, Aladdin. Oui. Oui, ça fait quoi? Apparemment, c'est une IA en fait surpuissante qui propose des. Ça fait ton métier, entièrement ton métier. Tu as dit? Ça fait exactement tout le métier d'actuariat. Ça fait exactement le métier d'actuariat, c'est-à-dire. Oui, exactement. Tous les risques, tout ce que vous imaginez là. Et bon, là même dans ce que j'ai vu comme reportage dessus, le seul souci que les personnes ont avec ça, c'est bon, c'est qu'on dit en termes de résilience, si tout le monde se base sur la même IA pour fournir en fait les prévisions, alors et que cette IA, bon, comme tu l'as dit, est corrompue, qu'est-ce que ça donne? Bon, comme je ne suis pas en fait du professionnel du domaine, ça demande que bon, toi étant professionnel du domaine, est-ce que tu as une vue en fait sur les changements qui viennent en fait avec Aladdin? Bon, de façon générale, la gestion de l'IA, pour moi, l'IA doit être contrôlée. C'est pas un truc qu'on doit bloquer, on doit dire qu'on utilise pas. C'est vrai que ça soulève beaucoup de questionnements. Comment l'utiliser de façon optimale? Est-ce que c'est bien de l'utiliser? Est-ce que c'est bien de pousser les recherches jusqu'à un certain niveau? Défi éthique. Ouais, ça soulève beaucoup de défis. Pour moi, c'est pas vraiment là
où que se trouve le problème. Le problème se trouve comment utiliser l'IA de façon optimale. Parce que de toutes les façons, nous tous sommes visionnaires. Nous tous sommes visionnaires. On a déjà ChatGPT qui fait des choses très intéressantes. Et beaucoup d'entreprises ont déjà des GPT qui sont relativement intéressants. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'une IA fasse déjà le boulot entre guillemets de l'actuel. Mais avant de faire le boulot de l'actuel, il faut bien construire un modèle. C'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est opérationnel, on va laisser ça à l'IA. Mais la conception du produit, la conception du modèle même, qui va être implémenté plus tard. Nous tous, on va migrer vers là. Si on reste dans l'opérationnel, on risque d'être englouti par l'intelligence artificielle. Donc, le fait qu'Aladdin fasse des choses extraordinaires, moi, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Je suis même plutôt content. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on garde un œil sur ce que ça fait. Parce que si on laisse l'intelligence artificielle faire du n'importe quoi, on ne peut pas dire du n'importe quoi, si on laisse l'intelligence artificielle se développer comme il veut, on risque d'avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler par un regard humain. On essaie de voir où il s'avance, où il se dirige. S'il se dirige vers la bonne direction, on l'encourage. S'il se dirige vers la nouvelle direction, on reprend le code de Aladdin, on pénalise, on ajoute des facteurs. Bon, vous savez comment fonctionne l'intelligence artificielle. On prend le modèle, on ajoute juste les facteurs qui pénalisent certaines directions. Comme ça, quand ça arrive, ça ne va pas prendre cette direction-là. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment ce qu'on devrait faire. On doit pousser les recherches de l'intelligence artificielle. Maintenant, essayer de l'utiliser de façon optimale. Comme par exemple, il y a cela quelques années, je pense que c'était un grand chercheur, un multimillionnaire qui avait dit que l'ordinateur, l'avenue de l'ordinateur devait être comme un truc éphémère. On avait dit que ça devait être éphémère. Bien plus tard, il s'est rendu compte qu'il était dans le temps. Tout le monde utilise l'ordinateur. Non, c'était plutôt Internet. Voilà. Il avait dit que c'était éphémère. Actuellement, tout le monde utilise Internet. On ne peut plus s'en passer. Actuellement, vous êtes en train d'utiliser Internet. J'utilise Internet. Au boulot, j'utilise Internet. Il existe très peu de boulot qui n'utilisent pas Internet. Et rares sont les personnes qui utilisent Internet. Donc, actuellement, il y a des gens qui fustigent l'intelligence artificielle. Mais avec le temps, ça c'est mon humble avis, nous tous, on va converger vers là. Et il faut juste apprendre à l'utiliser. Bon, c'est vrai que pour ma question, ce n'est pas une question qui était orientée IA généraliste, en fait. Bon, et on sait général de l'IA, quoi. C'est une question qui est orientée justement sur cet outil-là. Un peu comme aujourd'hui, en fait, quand on regarde, il y a une IA qui est en train d'arriver, la Divine, qui, en fait, on l'appelle software engineering. Donc, c'est peu, bon, est-ce que dans ton boulot de chaque jour, là, tu as entendu parler d'un impact direct, en fait, de cela? C'est un peu ça qui était orienté pour ma question. Non, dans mon étude, non. Ok, d'accord, merci. Et dans quelques années, certainement. Directement. Et pour la petite histoire, il était prouvé que Divine a faussé leurs différents démons. Ce n'était pas réel. Pour la petite histoire. Je vous remercie le panel en fait, de votre temps, d'avoir pris le temps en fait, de participer avec nous à cette interview. Et on vous attend en fait pour les prochaines interviews la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Merci bien. Merci également, Michel.